Mais il est aussi bon pour eux parce que vous aurez une présence américaine constante là-bas. Cette présence va, je pense, éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse. On avait dit quoi dans une précédente analyse sur cette chaîne? J'avais fait comprendre que le seul problème là de l'administration Trump, c'était de récupérer les ressources, non? D'avoir les contrats exclusifs avec l'Ukraine. Que tout le chauffage, le blablatage là, c'était du détournement de l'attention. C'est une manière de dire qu'il voulait quelque chose qui est là, il prend le caillou, il jette là-bas, concentre l'attention des gens là-bas, pendant ce temps, il met la pression à Zelensky de l'autre côté pour pouvoir récupérer ce qu'il voulait. Dès qu'il a récupéré ce qu'il voulait, ça va. Que maintenant c'est bien pour les Ukrainiens parce que les Américains seront désormais implantés là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que ne dit même pas que c'est une stratégie pour faire intervenir des soldats américains? C'est la preuve que ni Moscou ni Kiev n'ont l'intention de respecter le plan des Américains et d'arrêter les combats. Kiev lance une attaque massive contre la Crimée occupée par les Russes. Plusieurs explosions ont eu lieu à des endroits stratégiques de la péninsule, à Sébastopol, Donkoy ou encore à Katcha, où se trouvent des sites qui abritent des aérodromes militaires russes. Pour comprendre ce qui se joue, Guillaume Lagan nous a rejoint, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférences à Sciences Po, Magali Barthès, notre spécialiste des questions internationales sur LCI, et Ronald Atto, bonjour, professeur des relations internationales à Sciences Po. Première question, Magali, preuve que les Américains n'ont plus aucune autorité? Je ne suis pas sûre. Ah, pourquoi? Parce que, alors ce sont manifestement, donc il y a des aérodromes, comme vous le disiez, qui ont été ciblés, et notamment des radars, des S-300. Donc ça voudrait peut-être même dire que l'Ukraine prépare autre chose derrière. Et ces derniers mois, il y avait eu beaucoup moins d'attaques sur la Crimée, peut-être parce que les Américains, justement, avaient un peu retenu les Ukrainiens et les Ukrainiens ont du mal à frapper ce territoire, mis à part les drones marins, mais sans le renseignement, le ciblage américain. Donc, est-ce que, en fait, il ne faut pas plutôt y voir un moyen de pression, en fait, des États-Unis au moment où les négociations sont difficiles avec la Russie et au moment où finalement l'Ukraine a accepté de signer ce pacte, cet accord sur les minerais. Donc on voit que finalement on assiste plutôt aujourd'hui à une légère détente quand même entre l'Ukraine et les États-Unis. Et donc là, on pourrait aussi l'interpréter, mais on verra ce que vous en pensez, mais comme un signal plutôt envoyé à Moscou au moment où les Américains ont quand même décidé de relâcher un peu et de redonner un peu d'armement à l'Ukraine, même si c'est une goutte d'eau, 50 millions, mais il y a quelques signes qui montrent qu'en fait, peut-être il y a une prise de conscience que pour ramener la Russie à la table des négociations et pour qu'elle mène sérieusement ces négociations, il va peut-être falloir des moyens de pression. Je suis le premier surpris. Parfois, il lui arrive de dire des choses sensées. Mais on va quand même relever certains points. Déjà, il faudrait qu'on comprenne que l'attaque n'a pas fait grand dégât que ça. Ce sont des frappes. Pas forcément des frappes stratégiques, ce sont des attaques, pas forcément des attaques stratégiques. Et ensuite, effectivement, l'idée c'est de mettre la pression à la Russie. Sauf que, absolument rien ne va dire que la Russie va céder plus tard. Étant donné que jusqu'à présent, les accords qui ont été présentés ne sont pas dans les conditions de la Russie. Pourquoi est-ce que la Russie les accepterait? Et aussi, peut-être que pour eux, ça marque une évolution dans la situation, mais pour la Russie, pas du tout. La Russie était déjà en guerre depuis, de toute façon. Ça revient juste à l'état où c'était avant l'arrivée de Trump. La Russie ne comptait pas particulièrement sur Trump pour pouvoir gérer ce problème. Piotr Tolstoï l'avait dit, le ministre des Affaires étrangères russe l'avait dit, et je crois que c'est Dmitri Medvedev, non? Celui qui est chargé de la communication. Tous avaient été très clairs que dans cette guerre, dans cette affaire, ce n'est pas Trump qu'on attend comme un messie qui va venir régler la situation. C'était juste qu'avec lui, la discussion sera au moins possible. Mais toutes les discussions avec Trump ou encore les représentants américains n'ont abouti à rien pour l'instant. La Russie exige au moins 3 choses. Et la première chose est essentielle pour même vouloir prétendre au reste. C'est-à-dire la fin de l'interdiction de l'Ukraine de négocier avec la Russie. Tout commence par là. Là, quand elle présente les choses, on arrive et elle dit oui, les Américains X, les Russes Y. Mais une des principales raisons qui fassent en sorte que l'Ukraine ne cause pas directement avec la Russie, au-delà du fait que le gouvernement russe n'aime pas le gouvernement actuel d'Ukraine, c'est le fait qu'il est interdit par les nations de l'OTAN à l'Ukraine de discuter directement avec la Russie. Dans ce cas de figure, vu que l'Ukraine est
clairement sous tutelle. Pourquoi est-ce qu'ils vont causer? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'à partir de là, quelque chose peut se faire? Étant donné que la première condition n'est même pas respectée. L'Ukraine doit pouvoir être à même de directement discuter avec la Russie. On connaît qu'ils se cachent derrière la guerre, mais ce sont les deux acteurs majeurs. Donc très important aussi de mettre ça en perspective dans leur analyse. Là, il n'est pas simplement question des États-Unis qui décident de se refâcher contre la Russie, non. Il n'y avait jamais eu une réelle paix. La guerre n'avait jamais arrêté. C'est simplement que les États-Unis voulaient imposer une fois de plus ses volontés à la Russie, alors que la Russie a clairement fait comprendre que dans cette guerre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui aura les cartes en main. Ce sont eux qui vont fabriquer et distribuer les cartes. Point à la ligne. Voilà. Mais écoutez, comme souvent, je suis d'accord avec Magali. Vous avez bien raison. Effectivement, ces attaques sont une petite pierre de plus dans le jardin de ceux qui considèrent que, en gros, depuis 15 jours, M. Trump semble avoir un peu changé d'orientation sur le sujet. Peut-être la rencontre dans la basilique, au Vatican, a été un moment important pour lui, on ne sait pas. En tout cas, le fait est que si on déroule les choses sur le moyen terme, on voit bien qu'à son entrée en fonction en janvier, il a décidé de prendre le sujet ukrainien à bras-le-corps et de faire pression avant tout sur l'Ukraine, qui était perçue par son administration, par lui-même, comme le principal obstacle à la paix. Et ça a donné l'entrevue à la Maison-Blanche qui a fait un petit peu le tour du monde, hein, cet affrontement à l'œil nu entre M. Vance, M. Trump et le président ukrainien. Et puis, finalement, on se souvient d'ailleurs que cet affrontement, le sujet en fait de la venue de M. Zelensky, c'était le fameux accord sur les minerais. Et donc là, si on regarde les choses à nouveau sur le moyen terme, on a quand même l'impression qu'on a une sorte de cycle de négociation ou de pression qui s'est achevé sur, d'une part, Magali le disait, l'échec des discussions directes avec Moscou. Moscou continue d'avoir des positions assez maximalistes sur le sujet ukrainien. Il poursuit, Moscou, ses opérations militaires. Là, les Américains ont critiqué la perspective d'une trêve de quelques jours en disant non, ce qu'on voudrait, nous, c'est une trêve de beaucoup plus long terme. Et puis, d'autre part, ils ont peut-être aussi eu le sentiment qu'il ne fallait pas non plus trop affaiblir l'Ukraine. On se souvient que en même temps qu'il y avait cette entrevue à la Maison-Blanche, il y avait aussi l'interruption du renseignement, l'interruption des fournitures d'armes à l'Ukraine, qui a plus ou moins correspondu au moment où les Ukrainiens ont lâché prise à Koursk. Et là, on est en train de vivre aujourd'hui les derniers moments de la bataille de Koursk. Apparemment, l'intégralité a été reconquise par la Russie, sauf peut-être quelques petits morceaux où les Ukrainiens continueraient de se battre. Donc là, l'impression qu'on a, mais à nouveau, tout cela est très subjectif, parce qu'on n'est pas dans le secret des discussions, on n'est pas non plus dans le secret des tractations ukraino-américaines sur ces sujets militaires. L'impression est qu'on a l'administration américaine qui semble à nouveau décider à faire pression sur Moscou. Le truc, c'est que la pression sur Moscou n'avait jamais réellement baissé. La guerre en Ukraine ne représente pas qu'une opportunité pour l'OTAN d'affaiblir la Russie. Ça représente une opportunité pour l'OTAN, particulièrement les États-Unis, de récupérer un maximum de ressources ukrainiennes. Là, s'il y a vraiment une grande avancée dans la signature des accords pour les minéraux, pour les ressources d'Ukraine, c'est normal que l'administration Trump, pour pouvoir accélérer, on va dire ça comme ça, les négociations, fasse en sorte de montrer que, ok, on peut être avec vous, encore une fois. Et c'est ça le truc. Maintenant, absolument rien ne nous dit qu'à la fin de tout ça, parce que mine de rien, Trump respecte infiniment plus Poutine que Zelensky. À la fin de tout ça, peut-être qu'il va se dire, ok, tiens, moi j'ai mon accord, j'ai ce qui m'intéresse. Si tu veux finir de détruire ton pays, de toute façon, c'est nous qui allons bénéficier de tout le reste. Donc c'est aussi ça que l'on doit comprendre. Et on ne voit même pas à quel niveau est-ce que la Russie est sanctionnée. Vu qu'absolument rien n'a changé pour la Russie, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins qu'avant l'arrivée de Trump. La situation est exactement pareille. Non, qu'est-ce que je raconte? La Russie contrôle beaucoup plus des territoires. Et la Russie avance chaque jour. Et quand il parle du fait que Donald Trump exigeait un cessez-le-feu sur un temps beaucoup plus long, en vertu de quoi? Pourquoi? Sachant pertinemment que, connaissant les Occidentaux, ils allaient profiter de cette période de latence-là pour pouvoir réarmer et renforcer l'Ukraine. Ça aurait juste été le moyen idéal pour pouvoir faire encore mourir plus de Russes. Ben, ils ne peuvent pas accepter ça, tout simplement. 2 minutes de sérieux. Dans les différents rebondissements de cette affaire-là de guerre en Ukraine, Trump adopte une stratégie hyper ambiguë et changeante. À plein de moments, il a exprimé des positions variées, allant d'une critique très sévère envers la Russie à un soutien mitigé envers l'Ukraine, parfois même critiquant les deux, mais sans absolument aucune politique cohérente sur le long terme. Rien.
Et ces pratiques fluctuantes ne servent ni les intérêts de la Russie, ni les intérêts de l'Ukraine, mais les intérêts des Américains, parce que à travers ça, ils peuvent essayer de tâtonner comme ça, diverses méthodes, divers essais, faire des erreurs, essais, jusqu'à trouver le bon chemin qui va les amener à ce qu'ils veulent. Donc, du point de vue de la Russie, du point de vue russe, il y a plein de raisons de refuser certaines propositions ou alors de complètement balancer certaines initiatives de résolution de la guerre, surtout si ça vient des États-Unis ou encore d'autres acteurs internationaux du monde occidental, parce qu'ils connaissent très bien leur jeu. Déjà, il y a le fait que la Russie a tout le temps insisté qu'elle veut des garanties de sécurité durables et non pas les faux semblants. Des garanties de sécurité durables. Ce qui n'a jamais été mis sur la table par l'administration Trump ou Trump. Jamais. On demande aux Russes de croire sur parole. Mais bien sûr, croire les Américains sur parole. La Russie a fait comprendre à maintes reprises dans le passé qu'elle ne veut pas la violation de l'OTAN sur ses frontières, non? Ou encore sur ses pays frontaliers, que l'OTAN arrête son expansion. Et durant toutes les décennies passées, l'OTAN a systématiquement violé cela. À chaque fois. Ils n'ont pas manqué une seule occasion. Et ils pensent aujourd'hui qu'on va simplement les croire sur parole. D'autant plus que l'OTAN a tout fait pour pouvoir maintenir son influence dans les voisins immédiats de la Russie. Voilà ça maintenant que ça s'étend jusqu'à l'Ukraine. Les portes de la Russie littéralement. Et ils pensent que les gens vont juste les laisser faire ou les écouter parce qu'ils donnent leur parole. Pour comprendre ça clairement, en résumé, la stratégie de Trump n'a pas été cohérente. Donc ce que la Russie fait, c'est simplement défendre ses intérêts sécuritaires. Et tout ça en attendant réellement une solution durable. Et si cette solution n'arrive pas vite, ils vont continuer d'occuper l'Ukraine jusqu'à arriver au bout de leur objectif militaire. Point. Les Américains ont haussé le ton, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils donnent le sentiment aujourd'hui de lâcher l'affaire. Écoutez ce que dit la porte-parole du département d'État. Nous ne serons plus les médiateurs. C'est ce que j'ai mentionné mardi, ainsi que les changements que ça entraînerait. Nous sommes toujours engagés et nous aiderons comme nous le pourrons, mais nous n'allons pas parcourir le monde pour un oui ou pour un non, afin de servir de médiateur lors des réunions. C'est maintenant une affaire entre les deux parties, et le moment est venu pour elles de présenter et d'élaborer des idées concrètes sur la façon dont ce conflit va se terminer. Ce sera à elles de décider. C'est d'autant plus drôle qu'ils se baladent comme ça de gauche à droite, alors que les téléphones existent. Bref, alors... important de noter ce que je vais soulever là. Elle fait comprendre, la porte-parole, c'est la porte-parole du département d'État américain. Elle fait comprendre que les États-Unis se retirent des négociations vraiment. Ils ne veulent plus marcher pour rien, on les fait courir dans le vide, coups dans le sac. Donc, c'est désormais aux deux parties, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, de trouver un terrain d'entente et eux, ils vont simplement aider à faire en sorte que ça se réalise. C'est bien ce qu'on a compris, non? Ok. Mais sauf que l'Ukraine est interdit de parler à la Russie. Et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est-à-dire, ils disent que oui, désormais, c'est à l'Ukraine et à la Russie de s'entendre, mais ils interdisent à l'Ukraine de parler à la Russie. Pour ensuite dire que l'Ukraine essaie de parler à la Russie et la Russie a refusé. Alors que c'est l'exact opposé. C'est la Russie qui essaie de parler à l'Ukraine, mais comme l'Ukraine est interdit de parler avec la Russie, l'Ukraine refuse. Et ils recommencent avec leur jeu de mauvaise foi. On avait bien dit que leur soi-disant sortie, c'était simplement le temps de mettre suffisamment de pression au gouvernement ukrainien pour qu'on leur donne ce qu'ils veulent en termes de contrôle des biens de l'Ukraine. Et ensuite, vous pouvez continuer votre guerre, si vous voulez. On l'avait bien dit. Parce que tout ce qui compte pour Trump, c'est la rentabilité. Tant qu'il a son argent, faites ce que vous voulez. Maintenant, on voit une porte-parole qui va venir comme ça, donner une vérité, mais pas la vérité complète. Je vais dire, je lui ai prêté ma voiture pour qu'il aille faire ses courses. Sauf que la voiture n'a pas de pneus, ça n'a pas de carburant, ça n'a même pas de moteur. Après, j'arrive, je dis que voilà, vous voyez comment il ne veut pas faire les courses. C'est un gars paresseux, alors que je lui avais prêté ma voiture. C'est exactement la même chose que vous devez voir ici. Non, on les laisse négocier maintenant eux deux, sachant très bien que l'Ukraine est interdite de parler à la Russie. Et sachant très bien que c'est même d'ailleurs la première des revendications russes, avant tout le reste. Sur la façon dont ce conflit va se terminer, ce sera à elles de décider. Les Américains se retirent de la médiation, la coupe est pleine? Je ne suis pas certain. Comme on vient de le voir, les frappes ukrainiennes tombent à un moment assez stratégique, juste après la signature de l'accord sur les minéraux. J'ai plutôt l'impression, oui, on se retire, mais ça ne veut pas dire que se retirer, ça signifie qu'on abandonne tout le monde. Et l'impression que j'ai, encore une fois, faut être prudent. On n'a pas de boule de cristal qui nous permet de voir Mais je pense qu'effectivement, ces frappes sont sont fortement symboliques. Plus les 50 millions, c'est une goutte d'eau, comme Magali le disait tout à l'heure.
C'est des cacahuètes, mais c'est des cacahuètes qui comptent. Oui, mais Ronald Nato, les Américains ne disent pas qu'ils vont abandonner l'Ukraine ou rompre les ponts avec Trump. Oui, ils cessent d'être médiateurs. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est intéressant aussi dans ce vent qui semble tourner pour les Russes, c'est que les États-Unis et l'Ukraine, vous l'avez dit, ont signé à Washington un vaste accord économique et militaire mettant en place un fonds d'investissement pour reconstruire le pays dont se félicite Donald Trump. Nous avons conclu un accord dans lequel notre argent est assuré, avec lequel on peut commencer à creuser et à faire ce qu'on a à faire. Mais il est aussi bon pour eux parce que vous aurez une présence américaine constante là-bas. Cette présence va, je pense, éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse. On avait dit quoi dans une précédente analyse sur cette chaîne? J'avais fait comprendre que le seul problème là de l'administration Trump, c'était de récupérer les ressources, non? D'avoir les contrats exclusifs avec l'Ukraine. Que tout le chauffage, le blablatage là, c'était du détournement de l'attention. C'est une manière de dire qu'il voulait quelque chose qui est là, il prend le caillou, il jette là-bas, concentre l'attention des gens là-bas, pendant ce temps, il met la pression à Zelensky de l'autre côté pour pouvoir récupérer ce qu'il voulait. Dès qu'il a récupéré ce qu'il voulait, ça va. Que maintenant c'est bien pour les Ukrainiens parce que les Américains seront désormais implantés là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que ne dit même pas que c'est une stratégie pour faire intervenir des soldats américains? C'était même peut-être sur ça que ça jouait. En mode, vu qu'on va venir reconstruire le pays, creuser des sous-sols, avoir des minéraux, étant donné qu'on veut rebâtir l'économie américaine, il faudrait bien des soldats pour les protéger, pour protéger ces lieux, pour organiser la sécurité, pour organiser les convois, les déplacements de matériaux et j'en passe. Donc, c'est à tout l'intérêt des Ukrainiens de signer cet accord parce que les Américains seront sur le territoire. Et si jamais il se passe quelque chose, on va devoir intervenir militairement avec toute notre artillerie. C'est peut-être l'argument qui a fait flancher Zelensky et le gouvernement ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que Trump l'a clairement déclaré. Là, il y aura une raison valable d'avoir des soldats américains sur le sol ukrainien. Soldats qui vont se charger de protéger le sol ukrainien en échange de quoi ils vont pomper les ressources à un niveau. Ce qui est sûr, c'est que c'était une stratégie très bien pensée de leur part, très bien ficelée. Son jeu de ping-pong, son jeu en mode on est embrouillé, en fait c'était maîtrisé. L'objectif était clair, simplement atteindre les ressources de l'Ukraine. Parce que de toute façon, ils savent que contre la Russie, ils vont perdre la guerre. Ça veut dire qu'ils doivent récupérer quelque part. Et c'est là qu'il dit leur fonds d'investissement sera sécurisé. Parce que l'Ukraine, ce sera un fonds d'investissement. Voilà que les Américains n'ont plus accès aux terres rares de la Chine. Ces terres rares-là, ils vont les trouver où? En Ukraine. Magali, est-ce que derrière cet accord sur les minerais, il peut y avoir une garantie de sécurité américaine? En tous les cas, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, mais comme le dit Donald Trump, il y a en tous les cas un partenariat qui finalement se met en place entre l'Ukraine et les États-Unis. Et on peut se dire que les États-Unis, à un moment ou à un autre, vont vouloir essayer d'en tirer le maximum d'avantages et donc peut-être de protéger, enfin on s'en doute, leur investissement. Et donc oui, quelque part, c'est pas la forme de garantie de sécurité que l'Ukraine attendait, parce qu'ils voulaient quelque chose de bien plus gravé dans le marbre, une adhésion à l'OTAN. Ça, on a bien compris que c'était hors de question. Mais en même temps, ça montre quand même qu'il n'y a pas un lâchage complet et que les Américains peuvent espérer récupérer quand même des terres rares. Alors tout ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir remettre, va falloir faire des investissements considérables pour que ça rapporte vraiment quelque chose. Mais cet accord, il est plus avantageux pour l'Ukraine, bien plus avantageux que la première version qui était catastrophique pour Kiev. Donc il y a une forme, en fait ces dernières heures, on assiste à une forme quand même de léger rééquilibrage après avoir eu un Donald Trump qui donnait l'impression de se jeter dans les bras de Moscou. Là on a l'impression que les choses se rééquilibrent un petit peu. Et vous savez pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas gravé noir sur blanc dans l'accord la garantie de sécurité? Parce qu'à tout moment ils veulent pouvoir lâcher prise, à tout moment ils veulent pouvoir les abandonner, à tout moment ils veulent pouvoir se désengager. Ces gars-là,
Et non, il n'y a pas une forme de rééquilibrage, une fois de plus. C'est un peu comme avec l'augmentation des droits de douane. Le gars donne les gros chiffres, il gonfle les trucs pour que les gens prennent peur, puis il diminue un chiffre qui a quand même gonflé et les gens se soulagent du fait que ce ne soit pas aussi grand que ce qui avait été annoncé de base. C'est la même chose. C'est-à-dire pour les droits de douane, il a commencé 34%. Quand tout le monde est en train de s'affoler, il dit bon 10%. Et tout le monde se soulage de ces 10%. C'est à peu près la même stratégie ici, hein. Il met la pression. On va vous lâcher, on va vous abandonner, on va vous. Quand tu prends peur, tu acceptes ces conditions, voilà. Tu as l'impression que tu as gagné, alors que non, concrètement, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné du tout. Il a exactement ce qu'il voulait. Donc les choses se rééquilibrent un petit peu. Justement, dans ce débat, Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour Laura. À travers cet accord, vaste accord militaire et économique, les Américains vont fournir de nouvelles armes à l'Ukraine. C'est une communication discrète, Marie-Aline, mais visible sur le site du Congrès américain qui nous en informe. L'administration Trump a prévenu le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Cette communication est datée, regardez, du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev. Et les deux événements seraient tout à fait liés, selon Mikhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Dans une longue publication sur le réseau X, il détaille les effets bénéfiques de ce qu'il appelle l'accord historique sur les minerais. L'accord, dit-il, garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne, dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Laura, quel système de défense aérienne ? Ce qui est sûr, c'est que le fameux système Patriot ne rentre pas dans l'enveloppe des 50 millions, car son prix unitaire est d'1,5 milliard de dollars, soit bien supérieur. J'ai donc posé la question à l'expert aéronautique Gaëtan Powys, qui pense à deux autres systèmes de défense aérienne, intermédiaires et donc moins coûteux. D'abord le système Avenger, à très courte portée, moins de 10 km. Il peut être utilisé pour protéger les troupes au contact ou les matériels de l'action des drones, mais il ne détruira pas de missiles. Ensuite, le système NASAMS, américano-norvégien de moyenne portée, 40 km, qui permet de détruire des avions et des missiles de croisière. Notons qu'il protège déjà la région de Washington, y compris la Maison-Blanche. Ne soyez pas surpris qu'ils aient donné ça dans un début pour pouvoir contenter l'Ukraine. Que voilà. Vous voyez que je suis sérieux, vous voyez que je vais vraiment vous protéger. Hein? Avant que les choses ne soient réellement chaudes là, je vais faire preuve de bonne foi. À ce stade, la liste du matériel disponible dans ces 50 millions n'est pas diffusée. Mais pour Gaëtan Powys, il s'agit de toute façon d'un énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations, américaine et ukrainienne. J'ai aussi contacté Xavier Titelman, autre expert aéronautique que nous connaissons bien ici et qui partage cet avis. Il m'indique par ailleurs que selon ces informations, cette semaine, des F-16 sont arrivés en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine. Ces F-16, regardez bien, ils étaient bâchés et on ne sait donc pas s'il s'agit d'avions en état de vol ou de pièces détachées, mais pour lui, pour Xavier Titelman, c'est également indéniablement un signal de détente. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces informations. Je poursuis avec vous Guillaume Lagan. Est-ce que ce deal finalement conclu avec Donald Trump marque la fin des illusions russes qui pensaient pouvoir manipuler le président américain à leur guise? La question est formulée de manière à être orientée. Les Russes vous ont dit à quel moment qu'ils comptaient manipuler les Américains. Est-ce que les Russes ont même dit qu'ils voulaient les Américains dans leurs négociations? Ce que la Russie veut, c'est même plus pouvoir négocier avec l'Ukraine que pouvoir négocier avec les Américains. Les Américains sont de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté du Pacifique là-bas. Eux, quoi là-dedans? Non, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on l'a vu avec M. Trump, vérité d'un jour, c'est mensonge le lendemain. Donc on va attendre, on va rester comment dirais-je, calme. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, à la définition qu'avait Jean Cocteau de l'amour. Il disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et au fond, là, ce que donnent les Américains actuellement aux Ukrainiens, ce sont des preuves d'amour, c'est-à-dire des livraisons d'armes, un accord sur les minerais, Magali l'a bien expliqué, qui, dans la galaxie trumpienne, dans la manière de voir le monde de Trump, est, je pense, ce qui peut accorder de meilleur aux Ukrainiens. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va leur faire une grande déclaration, vous savez, sur les valeurs communes, sur la démocratie, sur la liberté. Lui, il regarde l'intérêt des États-Unis. Il le regarde, je pense, par conviction personnelle, par formation professionnelle, et aussi parce que une grande partie de sa base militante, la base MAGA, et considèrent que toute action des États-Unis en dehors de leur territoire est forcément à leur détriment. Donc il faut leur prouver que
dans cette affaire, les États-Unis vont gagner quelque chose. C'est une rupture avec l'histoire diplomatique des États-Unis, parce que contrairement à tout ce qu'on a pu dire, vous savez, depuis des décennies, c'est un des grands thèmes de l'anti-américanisme, c'est de dire les Américains font la guerre pour l'argent. En 2003, pétrole irakien, on disait ils veulent s'emparer du pétrole irakien. Aujourd'hui, vous n'avez pas une goutte de pétrole irakien qui est exploité par une compagnie américaine. Donc demain, je ne suis pas du tout certain que les minerais ukrainiens iront au profit de l'Amérique, mais en tout cas, sur le papier, aujourd'hui, M. Trump peut se présenter à son opinion publique et dire que si, les États-Unis vont bénéficier de la guerre en Ukraine. Il manque. Bon, je voulais d'abord revenir sur un élément important. Quand il parle de preuve d'amour, c'est une preuve d'amour assez limitée. À l'échelle des États-Unis, c'est vraiment pas grand-chose. Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus pour contenter. Et ce n'est pas du tout le mieux que puisse faire Trump. On voit à quel point il fournit par exemple des armes à Israël. Ce n'est pas le mieux que puisse faire Trump. Ce n'est pas une preuve d'amour. C'est simplement que, ok, on vient de signer des accords pour pouvoir faire un geste. Tenez, comprenez ça déjà. Ensuite, je me rends compte sur le plateau là qu'on ne crie plus trop sur Trump. On ne l'insulte plus trop, on ne dit plus trop qu'il est fou. On ne dit plus trop qu'il est ahuri, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Le discours s'est beaucoup adouci quand même. Hein? Terrible. Et je suppose que c'est comme ça à peu près partout en Europe maintenant. Le discours s'est beaucoup adouci. Trump, c'est un stratège. Trump est en train de jouer un double jeu où il faut expliquer que quelque part, la guerre en Ukraine va leur apporter de l'argent. Mais bien sûr que Trump ne va pas prendre les minerais. C'est pas dans leur habitude. Comme ils n'ont pas pris les minerais, il a dit où en Irak? Les Ukrainiens iront au profit des compagnies américaines du pétrole irakien. Aujourd'hui, effectivement, il a parlé d'Irak. Maintenant, on répond à Guillaume Lagan, spécialiste défense et relations internationales. Guillaume Lagan, le menteur, qui ose dire qu'il n'y a aucune entreprise américaine qui n'a exploité le pétrole irakien, le pétrole en Irak. Alors, il y a des gens qui ont exploité directement et ceux qui ont exploité indirectement. Déjà, nous avons Halliburton ou encore KBR. C'est Kellogg, Brown and Root. Ils ont été embauchés pour pouvoir construire les infrastructures pétrolières, gérer la logistique militaire et pouvoir fournir un tas d'autres services. Ils ont obtenu les contrats là sans aucun appel d'offres. Pourtant, ils ont été payés et tout. À votre avis, combien est-ce qu'ils ont gagné? D'après les chiffres officiels, c'est 17 milliards de dollars qu'ils ont gagnés, payés par le gouvernement irakien. Ensuite, ceux qui ont directement profité de l'exploitation même du pétrole. Les autres, là, c'était la construction, la logistique et tout. Dans l'exploitation même, on a ExxonMobil. Ils ont obtenu le contrat d'exploitation de West Qurna, l'un des plus grands gisements du sud de l'Irak. Puis, on a Chevron, c'était moins direct, mais tout aussi important. C'était des partenaires dans l'exploitation du pétrole au Kurdistan irakien. C'était globalement des investisseurs. Ils ont investi un peu de partout et à peu près chez tout le monde. Forcément, quand ça a rapporté de l'argent, ils ont reçu. Après, on a aussi Occidental Petroleum qui ont profité des opportunités ouvertes par les déstabilisations et la privation partielle du secteur. Ils ont aussi fait leur chiffre d'affaires là-dedans. Ne vous inquiétez pas, ils se sont bien mis les poches. Après, on peut aussi citer Bechtel Corporation. C'était indirect parce qu'ils travaillaient pour les entreprises qui exploitaient. Ils leur fournissaient en eau, en électricité, en infrastructure, venaient réparer les trucs dans leurs entreprises, etc. Ensuite, on peut citer Bean Corp, Blackwater, Academia. Des gars aussi qui ont allègrement profité de la situation. Donc, dire qu'il n'y a aucune entreprise qui n'exploite le pétrole irakien, c'est faux. Il manque. Comme d'habitude, ça ne devrait pas nous surprendre, mais bon, c'est faux. Et aujourd'hui, en Ukraine, on voit que les mouvements de Trump servent à profiter des matières premières ukrainiennes. À l'époque, en Irak, c'était la même chose avec le pétrole. Parce que l'Irak possédait d'énormes gisements pétroliers. On parlait en 2003 de plus de 112 milliards de barils. Facile à extraire. Extrêmement facile à extraire et en plus ça coûtait moins cher. Hyper rentable à tous les niveaux. À l'époque, Saddam Hussein menaçait l'hégémonie américaine sur le pétrole parce qu'il avait commencé à vendre du pétrole en euros et plus en dollars, ce qui commençait à peser sur le pétrodollar et menaçait fortement l'économie américaine. Il limitait l'accès à des compagnies américaines aux ressources pétrolières de son pays, préférant donc travailler avec des sociétés russes, françaises et chinoises. Sans parler du fait qu'il avait aussi nationalisé l'industrie pétrolière, interdisant la privatisation directe des puits. Et comment est-ce que les États-Unis font? Ils déstabilisent le pays et installent à la tête de l'Irak un gouvernement pro-américain. Dites-vous que le ministère du pétrole était d'ailleurs le seul ministère qui était directement protégé par l'armée américaine. Pour vous dire à quel point c'était la ressource là qui les intéressait. Et le gars, s'il va essayer de faire croire qu'aujourd'hui, les Américains ne vont pas simplement protéger les ressources que eux, ils vont exploiter, les minéraux ukrainiens. On va voir où seront déployés les Américains. Si ce n'est pas systématiquement là où il y aura les minéraux. Que les gars continuent de nous vendre un rêve américain auquel plus personne n'y croit. Et c'est d'autant plus étonnant que le monsieur se prétend spécialiste de la défense et des relations internationales. Or, il ne connaît pas les bases. Du moins,
Je dis qu'il ne connaît pas. On sait tous que c'est juste du mensonge, il ment. Parce que ce genre d'information ne peut pas s'ignorer, et encore moins par quelqu'un comme lui. Donc c'est simplement un menteur. Ce n'est pas un ignorant. Les minerais ukrainiens iront au profit de l'Amérique. Ils veulent s'emparer du pétrole irakien. Aujourd'hui, vous n'avez pas, depuis des décennies, c'est un des grands thèmes de l'anti-américanisme, c'est de dire les Américains font la guerre pour l'argent. En 2003, pétrole irakien, on disait ils veulent s'emparer du pétrole irakien. Aujourd'hui, vous n'avez pas une goutte de pétrole irakien qui est exploité par une compagnie américaine. Donc demain, je ne suis pas du tout certain que les minerais ukrainiens iront au profit de l'Amérique, mais en tout cas, sur le papier, aujourd'hui, M. Trump peut se présenter à son opinion publique et dire que si, les États-Unis vont bénéficier de la guerre en Ukraine. Vous allez voir, comme vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir à vos téléspectateurs. Il faut qu'on le reconvoque après, lorsque les entreprises américaines vont commencer à profiter et exploiter les minéraux ukrainiens. Il faut qu'on le reconvoque, qu'on lui repasse l'extrait-ci. Et quand vous disiez quoi? Dans le petit communiqué que vous avez présenté de Trump tout à l'heure, il signale aussi que, en fait c'était une interview, il dit bien que la présence américaine permettra aussi de décourager des partis extérieurs qui seraient tentés de continuer à déstabiliser l'Ukraine. Je pense que le message est très très clair et c'est à l'égard c'est à l'attention de M. Poutine et de la Russie. C'est nouveau, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. Non, monsieur, vous n'avez pas compris. Il a dit que ce sera une protection, certes, mais simplement si la Russie arrive là où eux, ils sont. Pas si la Russie attaque d'autres zones. C'est ça le message qu'ils passent. Ce n'est pas qu'ils vont déployer des soldats américains sur les frontières et sur la ligne de front. Pas du tout. Les Américains seront là où ils sont et ils ne vont protéger que les zones où il y a les intérêts économiques. C'est tout. Alors, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ces 50 millions de dollars d'aide à l'Ukraine? Parce que c'est vrai que là, Laura nous parlait de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Ça peut être juste des missiles, en fait, antiaériens, parce que l'Ukraine, on voit, en manque cruellement. Et on a d'ailleurs vu Donald Trump s'émouvoir du fait que les frappes russes continuaient sur les civils ukrainiens. Donc ce serait une façon de rééquilibrer, là aussi, et de redonner un petit peu d'air à cette défense aérienne ukrainienne qui est vraiment sous le feu en permanence. Et il y a encore eu des frappes sur Odessa, par exemple, la nuit dernière. Mais il faut pas croire non plus que Donald Trump va se mettre tout à coup à réarmer massivement l'Ukraine. En fait, là aussi, on est dans un jeu d'équilibre assez complexe. Bien sûr, Magali, mais on revient de tellement loin. Non, mais il y a 2 mois, il y avait ce clash à la Maison-Blanche d'une violence qui nous a sidérés. On pensait que cette image, cette séquence signait la fin de l'aide américaine à l'Ukraine, que Trump allait lâcher Zelensky. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais oui, parce que il y a eu une négociation qui a finalement abouti sur ces minerais. Donc Donald Trump peut justifier aussi auprès de son opinion publique qu'en effet, il y aura un retour d'investissement américain. Et maintenant, la question et le problème qu'il a aujourd'hui, c'est la pression sur la Russie. Oui. Donc en fait, redonner un petit peu d'armement à l'Ukraine, des pièces détachées certainement pour les F-16 américains, c'est une façon d'essayer de renforcer quand même un peu la main ukrainienne et de dire on continue quand même de mettre la pression sur la Russie. Donc oui, les États-Unis vont pas rester des lustres dans cette médiation. On entendait le département d'État dire on se retire. Ça va être un problème européen. Manifestement, il y a quand même une volonté de céder et de céder le flambeau. Mais ils ne peuvent pas se permettre non plus de complètement tout lâcher. En fait, c'est là où on voit ce rééquilibrage dont je reparle. Ils ne peuvent pas se permettre de tout lâcher parce qu'ils ont déjà attrapé ce qu'ils voulaient. Ils ont déjà attrapé l'argent. Le reste, ce sera simplement pour le folklore. Est-ce qu'ils vont continuer la guerre? Ça va dépendre de si la guerre la permet aux Américains d'exploiter l'Ukraine. C'est tout. Guillaume Lagan, avant de vous entendre, regardons ce que dit Keith Kellogg, justement, qui met la pression plus sur la Russie maintenant que sur l'Ukraine. La Russie devra finir par comprendre qu'elle ne gagnera pas la guerre. Personne ne la gagnera militairement. Seule la diplomatie fonctionnera. L'Ukraine l'a bien saisi. La Russie doit encore s'y résoudre. Est-ce que réellement, l'OTAN est prêt à déclencher une 3e guerre tribale en Europe? Si oui, que grand bien leur fasse. J'espère qu'ils seront très contents après de raconter ça dans leur histoire. Et le pire, c'est que ce sont les Américains qui parlent d'une Russie qui doit s'y résoudre. Après avoir essayé tant de fois de régler ce problème par la diplomatie, c'est maintenant la Russie qui doit s'y résoudre. Après qu'elle ait compris que factuellement, la diplomatie ne fonctionne pas avec eux. Mais c'est eux qui disent que la Russie doit s'y résoudre. Non, ce n'est pas à la Russie actuellement de faire des concessions. Même pas un peu. Et ça, l'OTAN doit s'y résoudre à le comprendre. Bon alors, Keith Kellogg n'est pas peut-être le mieux placé dans le
l'organigramme autour de M. Trump pour être celui qui est la voix du parti, mais enfin quand même... C'est un émissaire dans le dossier C'est un émissaire, et dont on sait qu'il a été plus ou moins toujours du côté ukrainien. Mais enfin, le fait qu'il y reste est quand même positif. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que pour rebondir sur peut-être le virage de M. Trump ou l'évolution de M. Trump, c'est que ça vient aussi d'un héritage qui est quand même complexe s'agissant de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, et avec raison, qu'il avait introduit une forme de rupture dans le discours, dans la pratique, avec le soutien américain à l'Ukraine. Mais quand on regarde en profondeur, il n'a pas complètement tort de dire non plus que les autres présidents américains, ses prédécesseurs, ne sont pas quand même blanc-bleu. C'est-à-dire, M. Obama, c'est quand même lui qui était là aux affaires quand la Crimée a été saisie en 2014. Et c'est vrai qu'il a fait un soutien à l'Ukraine, mais un soutien à minima. Il n'a pas proposé aux Ukrainiens une action militaire pour reprendre la Crimée. Il a fait des sanctions économiques dont on sait qu'elles étaient quand même calibrées pour ne pas être trop fortes sur la Russie. C'est M. Trump, lors de son premier mandat, qui a donné aux Ukrainiens des armements qui ont été bien utiles en 2022, notamment des missiles anti-chars. Et ensuite, M. Biden, on sait bien qu'il a, au moins dans le discours, beaucoup soutenu l'Ukraine. Il leur a donné aussi des armes. Mais rappelez-vous tous les débats qu'on avait ici même entre 2022 et 2024. C'est-à-dire que c'était toujours mesuré pour être un peu de soutien, mais pas trop, pour pas que la Russie ait des difficultés. Donc il y avait aussi de la part des démocrates pas mal d'ambiguïté. Finalement, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui chez M. Trump. Pourquoi est-ce que le type c'est de mauvaise foi comme ça? Il fait trop de mauvaise foi, c'est pas bon. Si on doit parler du soutien américain à l'Ukraine, le champion c'était Biden, et de très loin. Sinon l'Ukraine n'aurait même pas pu tenir jusqu'à présent. C'est littéralement Biden qui fournit tout ce dont l'Ukraine a besoin, avec quelques miettes maintenant venues de l'Europe. Là je parle en termes d'armement, de renseignement et j'en passe. C'est encore l'infrastructure de Biden qui est utilisée jusqu'à présent par l'Ukraine. Maintenant, le gars arrive sur le plateau, il vient, il minimise. Non. Bah, s'il estime que le soutien de Biden était coussi coussa, ça veut dire que le soutien européen n'existait même pas. Ils ont envoyé un pays à la guerre en échange de rien du tout. C'est même vrai. Hein. C'est littéralement ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que l'histoire retiendra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.